Family Man, c'est un film de Noël. Beaucoup de séquences commencent par une porte qui s'ouvre. Mais vraiment, c'est lunaire le nombre de portes qui s'ouvrent. La porte qui s'ouvre. La porte de l'ascenseur qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre quand ils sortent. Non mais vraiment, c'est lunaire. Coucou, bienvenue dans le live. Aujourd'hui, on va parler d'un film. C'est un vrai travail que j'ai à faire pour écrire des longs métrages. Le plus simple est aussi parfois de commencer par comprendre comment sont structurés des longs métrages qu'on aime bien, ou des longs métrages en tout cas qui ressemblent à ceux qu'on veut écrire. Dans le ton, dans l'esprit, dans la dynamique, dans l'aventure que vivent les personnages. Donc c'est exactement ce que je vais faire ce soir. Je vais essayer au passage vous partager moi les trucs que je comprends du film que je suis en train de décortiquer. Alors si vous n'avez pas vu ces films, franchement c'est pas grave. Vous allez vous les faire spoiler, mais c'est pas très grave. Ça vous donnera peut-être encore plus envie de les revoir. Moi, ce sont des films. Donc, celui qui a été choisi, c'est Family Man. Family Man, c'est un film de Noël avec Nicolas Cage qui date de l'année 2000 environ. Et c'est un film qui est super bien construit, super bien structuré, qu'on peut revoir plein de fois avec grand plaisir. Family Man, c'est l'histoire de Nicolas Cage, qui est un trader à succès à New York, à Manhattan. Il a un poste très important, il est chef de son équipe, il couche avec des femmes différentes tous les soirs et il est très heureux de cette situation. Il est seul, dans un bel appartement. Le film s'ouvre sur lui, 15 ans avant, qui est avec sa copine à l'aéroport et il va étudier à l'étranger. Et sa copine a un pressentiment, elle lui dit « Ne prends pas l'avion, s'il te plaît, ça me fait peur. » Et lui dit « Mais t'inquiète pas, je pars juste pour un an, t'inquiète pas, tout va bien, je t'aime. » Il prend l'avion et 15 ans plus tard, on découvre donc qu'en fait, il est plus du tout avec cette femme et qu'il amène sa vie successful. C'est le soir de Noël, c'est un film de Noël et vous savez les films de Noël souvent c'est l'occasion de raconter des histoires un petit peu métaphoriques. Ça commence avec Dickens et à Noël on lui dit il y a une femme qui vous a laissé un message et il se rend compte que cette femme c'est sa copine de l'époque, d'il y a 15 ans. Et lui il s'en fout, il jette le papier parce que ça l'intéresse pas. Après il passe la nuit de Noël à bosser dans son bureau, il sort très tard, il va s'acheter du lait dans une boutique et là il y a un mec dans l'épicerie qui braque la boutique. Lui il essaye de gérer un peu le truc, Nicolas Cage. Finalement le mec part avec lui et commence à discuter de façon très sympathique et il s'avère que ce type est une sorte d'ange et il lui dit tu vas avoir un aperçu, a glimpse, tu vas avoir un aperçu de quelque chose. Et Nicolas Cage comprend pas, il va se coucher et le lendemain matin il se réveille à côté de sa copine de l'époque mais qui a 15 ans de plus et avec 2 enfants dans un pavillon de banlieue avec un chien. C'est le même jour, c'est Noël, sauf qu'il est exactement dans la vie parallèle qu'il aurait eu s'il n'avait pas pris l'avion 15 ans plus tôt. Et il panique complètement parce que il se demande ce qu'il fout là, il trouve ça horrible, il aime pas les fringues du gars, enfin vraiment il veut repartir. Il va à Manhattan, il se rend compte que personne le connaît, que son boss le connaît pas, que le portier le connaît pas, bref tous les gens qu'on a vus dans la première partie du film le reconnaissent pas. Il revoit l'ange qui lui dit c'est un glimpse, c'est une épreuve, c'est comme ça, tu dois suivre l'épreuve. Et donc il a pas le choix, il retourne vivre sa vie dans le pavillon de banlieue avec sa copine. Et à partir de là, c'est tout le trajet du personnage. Donc là il retourne à la 26e minute dans le pavillon, c'est tout le trajet du personnage pour comprendre à côté de quoi il est passé en faisant ce choix assez égoïste, mais dans lequel il croit qu'il est heureux, qui est d'être trader à Manhattan. C'est très très bien fait, c'est très subtil. Cage, il est vraiment très fort. Théa Leoni qui joue sa femme, elle est super aussi. Et tout le monde est bien. Mais ils vont apprendre, il va se rendre compte que en fait, il va retomber amoureux de cette femme. Il va apprendre à gérer les enfants, à accepter cette vie qui lui semble minable parce qu'il vend des pneus, il va avec des potes au bowling, il fait des trucs de beauf selon ses critères. Et finalement, il va trouver son équilibre dans cette vie. Et je vous raconte la fin parce que de toute façon, on va en parler. Et à la fin du film, il se rend compte que en fait, il est plus heureux dans cette vie. Et là, l'ange revient et lui dit voilà, c'est bon, t'as eu l'aperçu. Et il lui reprend sa vie, il le remet dans le monde du début à Manhattan où il est trader. Et là, Nicolas Cage se dit en fait, j'ai fait un mauvais choix il y a 15 ans et il va essayer de retrouver Théa Leoni. Théa Leoni qui s'est pas mariée du tout entre-temps, qui a pas eu d'enfant. Et il la retrouve au moment où elle s'apprête à prendre l'avion pour aller mener sa vie à Paris, parce qu'elle est galeriste. Et là, il arrive à convaincre Théa Leoni, dans une scène miroir de la scène d'introduction, de ne pas prendre l'avion, en lui racontant à voix haute tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'ils vivraient ensemble si c'était ensemble. Il lui dit, on a 2 enfants, on vit à tel endroit, il s'appelle comme ça, t'aimes bien ça, moi j'aime bien ça, etc. Et il lui raconte tout ce qu'il a vécu pendant le film. Donc c'est terrible, parce que ces 2 enfants qu'on a vu pendant tout le film, en fait, n'existent pas. Et il arrive à la convaincre de prendre un café pour potentiellement renouer ou créer quelque chose ensemble. Donc c'est très beau. Et je vous montre en gros ce que j'ai fait. J'ai la timeline du film. Donc là, j'ai commencé un peu à bosser dessus. On a 2 heures de film. Voilà, à peu près. Le film dure 2 heures. J'ai coupé les génériques et tout. Là, on a toutes les images et j'ai coupé par séquence. Je vais enfoncer parfois des portes ouvertes si vous avez quelques notions d'écriture, mais
pas de souci, c'est pour le bien de tout le monde et puis c'est pour se rappeler. En fait, écrire un long métrage, ça répond souvent à une structure bien précise. Il y a des codes, il y a des recettes, même si personne n'aime le mot recette. C'est vrai que c'est quand même pratique. Il y a des films qui se ressemblent, il y a des films d'aventure qui se ressemblent. Par exemple, les Star Wars sont connus pour avoir utilisé une structure qui s'appelle le voyage du héros et l'avoir démocratisé. Donc, on peut maintenant, quand on écrit un film avec un héros qui a une quête, on peut très bien reprendre étape par étape tout le film. Il y a aussi des gens qui découpent les films en 3 actes, avec l'acte 2 qui est un peu plus long. Il y a des gens qui découpent le film en 4 actes, en 5 actes. Chacun a son truc. Moi, j'ai créé un Excel. J'ai fait un peu une combinaison de plein de choses que j'utilise. Et je vais vous montrer cet Excel. Voilà, c'est un tableau qui est vierge et que je vais remplir justement là pendant le temps qu'on est ensemble, avec acte 1, acte 2, acte 3. Et j'ai découpé aussi en 7 séquences. A, B, C, D, E, F. A et B pour l'acte 1, C et D pour l'acte 2A, E, F pour l'acte 2B et G pour l'acte 3, la séquence finale. L'acte 3 souvent est plus court que l'acte 1. Bon, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont pas toujours vraies, qui s'ajustent, mais on retrouve, quand on écrit un film, c'est agréable de se dire, ah, comment ça marche déjà dans tel film? Ah oui, bien sûr, en fait, ça se passe avant ça, ceci, ça se passe avant cela, et ça aide à structurer, en fait. Donc moi, je fais tout ça parce que je suis en train d'écrire un long métrage avec un copain. Je peux pas trop en dire plus, mais je vous en reparlerai quand ce sera plus sérieux, ou en tout cas plus officiel. Et ce film comporte un petit peu de fantastique, comporte en gros un personnage principal qui est persuadé qu'il est au top dans sa vie et qui en fait va se rendre compte qu'il y a un problème dans sa vie. Donc c'est exactement comme Family Man et comme beaucoup de films, et il va avoir une trajectoire émotionnelle, une trajectoire narrative où il va à la fin comprendre que comme une leçon qu'il va retenir, et il va plus du tout voir sa vie du début avec les mêmes yeux et il va apprendre à être quelqu'un de meilleur en gros. Voilà, donc c'est des films qu'on cite beaucoup avec mon co-auteur et là je vais attaquer l'analyse de Family Man pour noter concrètement ce qui se passe scène par scène. Donc j'ai mis action, donc là c'est les minutes. Ensuite c'est ce qui se passe dans la scène. Vous verrez souvent les scènes durent pile 1 minute ou pile 2 minutes ou 1 minute 30 ou 30 secondes, c'est des chiffres assez ronds. La signification, si j'ai envie de dire, voilà, bon, cette scène sert à faire comprendre que machin. Une réplique potentiellement très très importante. Parfois il y a des répliques, on n'ose même pas les écrire tellement elles paraissent évidentes, mais elles sont quand même dans les films. Donc c'est pour se rappeler que faut pas avoir peur d'écrire des trucs qui finissent au montage. Et j'ai mis personnages rencontrés éventuellement pour qu'on se rende compte que à quel moment du film on rencontre tel ou tel personnage. Je vais pas remplir tout le tableau en 2 heures, c'est impossible parce que il y a trop de taf, mais je vais avancer doucement et on va voir à quel rythme on va. J'adore analyser les films. Je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que c'est très concret et j'aime pas trop les choses théoriques. Et parfois, on passe du temps autour d'une table à parler. En fait, il y a un moment, tu te dis, attends, mettons-nous sur la timeline de montage et voyons si ça fonctionne, si ce cut fonctionne, de quoi on a besoin. Donc, analyser le produit fini permet, à mon avis, d'être plus détendu quand on est en train d'écrire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà les séquences A et B que j'ai découpé et que voilà, j'ai monté en escalier les séquences. Donc je vais vous faire un aperçu rapide de ces séquences et puis je vais les rentrer dans le tableau. Et déjà, on remarque une chose hallucinante, c'est que la séquence A et la séquence B comportent exactement le même nombre de scènes selon moi dans mon découpage. Et c'était vraiment pas du tout calculé, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un équilibre parfait. On va voir par exemple que tous les films, en plein milieu du film, il y a ce qu'on appelle le point de non-retour. Et ça, c'est toujours intéressant de voir où il est dans le film. Dans Titanic, au milieu du film, mais au milieu, hein, vous pouvez couper le film en deux, au milieu, il y a la scène d'amour entre Jack et Rose. Donc c'est un point de non-retour dans leur histoire. Elle a pas le droit, c'est un amour interdit, etc. Ils couchent ensemble. Et il y a juste après le bateau qui éclate l'iceberg, ou vice-versa. Donc c'est à la fois le point de non-retour des personnages, et c'est à la fois le point de non-retour du bateau. Donc c'est tout bête, c'est un équilibre évident. James Cameron, quand il a écrit son film, il a dit d'abord, bon, au milieu, il se passe ça. Après, qu'est-ce qu'on fait sur les côtés? Non, il a peut-être pas fait ça, mais je pense qu'il aurait pu faire ça. Alors, séquence A, séquence B. Déjà, je regarde dans le tableau vite fait. Séquence A, en gros, moi j'ai mis des résumés, ça va être résumé. Séquence A, présentation des personnages, et se termine par l'appel à l'aventure. Séquence B révèle le vrai conflit du film. Donc en gros, le personnage n'était pas au courant qu'il avait un problème, mais il a un problème. Et il finit par l'acte 1 turning point. En gros, c'est, je sais pas, j'ai recopié ça d'un site, c'est plus que, comment le traduire. Mais en gros, il y a un événement qui fait qu'il est obligé de se lancer dans l'aventure. Séquence A, présentation. Donc c'est simple, on a donc une douzaine de séquences. Ça dure jusqu'à la 12e minute. 12e minute, c'est un cliché de film. À la 12e minute, il y a l'incident déclencheur. C'est vraiment, voilà, les 12 premières minutes, c'est la vie du héros, et à la 12e minute, il y a un truc qui arrive, et c'est pas cool, ça va changer sa vie. On a cette longue séquence d'introduction, une espèce de prologue, en fait, qui dure 2 minutes 30, où ils sont à l'aéroport avec sa femme. Alors, je vais noter un peu les choses. Prologue, aéroport, ok. Ensuite, on a Nicolas Cage chez lui avec une femme. Ensuite, on est à peu près à 3h28, ok. Il est très content, il s'habille. Jack chante de l'opéra en s'habillant. En fait, c'est vraiment
trop marrant parce que les traits sont très gros, mais on sent bien qu'on veut montrer qu'il est super, super à l'aise, super heureux, super indépendant. Rencontre avec la voisine, rencontre avec le portier, ok. Vas-y, tout ça, c'est un peu la même sauce. Voisine et portier. Donc ça, ce sont des personnages secondaires, c'est des séquences très courtes, mais qui vont servir ensuite quand il va revenir dans le monde, où les gens le connaîtront plus. Ensuite, et on est toujours sur le générique, là, parce qu'on voit encore les noms qui s'affichent. En gros, bon, là, c'est la présentation de l'environnement de Jack, donc on est à la combienième? Pile à la 5e minute, et ça se finit, allez, en gros, à la 6e minute, si je push jusque là. Et là, on a une grosse scène, une grosse scène de 1 minute 20, qui est une scène de réunion. On voit que Jack est un leader. Non, réunion à plusieurs, et c'est plutôt en signification, Jack est un leader. Ok, on va continuer. Alors là, c'est quoi? C'est jusqu'à la minute 9. Là, il apprend, voilà. Là, il apprend qu'il a reçu un appel de son ex-femme. Il décide de jeter le papier, que ça n'a pas d'importance. Et au passage, il explique à sa secrétaire, oui, c'est mon ex, on aurait pu se marier, mais en fait, je suis parti à Londres, etc., etc. Ensuite, on arrive tranquillement à la minute 9. Est-ce que c'est... Ouais, c'est la 10e minute, du coup, ouais, mais j'étais en train de voir si j'étais bien raccord. 5 on Christmas Eve. Donc, rencontre avec le patron, où il parle d'un gros truc de boulot, d'engagement. La séquence dure 1 minute 16. Somebody's got to nurse him through this. Calls you out of the blue on Christmas Eve. What do? You suddenly having trouble getting dates? Ok, donc là c'est intéressant, c'est une scène vraiment qui parle de la philosophie du personnage de Jack. Et ensuite on arrive à la 11e minute. Donc Jack travaille tard le soir, Jack est seul et Jack s'en va. Voilà, on est à 10-50, donc c'est le début de la 12e minute on va dire. Et là on a... Jack se promène. Alors ça c'est typiquement, je vous montre parce que c'est incroyable, typiquement un truc de film de conte, c'est qu'il se met à neiger. Souvent la neige est synonyme de il y a un truc magique qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, dans les autres séquences, parfois ça va très vite, c'est des dialogues, l'information passe, et là, d'un coup, il décide de prendre son temps pour installer une atmosphère, en fait. Ce qui est très dur, et ce que Nicolas Cage fait très bien, c'est d'arriver à pas passer pour un connard ou un salaud. Parce qu'il pourrait, il gagne beaucoup d'argent, il aime être seul, il s'en fout des autres concrètement. Lui, ce qu'il aime, c'est lui et c'est l'argent. Mais il arrive quand même à rendre le personnage sympathique. Bon, là, c'est vraiment le travail des comédiens hallucinant. Ensuite, on arrive tranquillement. Voilà, 11h30. Donc là, selon moi, on est à la séquence B. Eggnog. Yeah, dairy case, $5. Sure. Donc c'est Jack qui achète un truc et qui se fait braquer. Ensuite, on a... Hey, Buster, y'all do the lotto here, right? Y'all do the lotto here? Yeah. Cool, because I got a winner, baby. I got a winner. Ooh, certified good as gold. I know lotto keep a lot of brothers down, but not cash money. Ok, vous aurez reconnu Don Cheadle qui joue le rôle de l'ange. On voit bien Nicolas Cage qui reçoit un appel à l'action puisqu'on le voit ici. On le voit là. On sent qu'il doit faire une action. Donc techniquement, ce serait même ça la fin de l'acte de la séquence A. Essayons d'être hyper carré. Imaginons que c'est ça la fin de la séquence A. Bon, normalement, la séquence B va durer le même temps et on va se trouver avec la fin de l'acte 1, séquence A plus B, au bout de 26 minutes. C'est souvent millimétré. En fait, je pense qu'en salle de montage, ils font une première version et après, ils se disent, bon, il y a un problème d'équilibre et après, ils sont en mode, attends, cette séquence, elle dure 30 secondes, celle-là, elle dure 46, il faut qu'on raccourcisse ça. Enfin, ils équilibrent vraiment pour qu'au niveau de la sensation, le spectateur sente vraiment que c'est équilibré. Let me see the ticket. Was I talking to you? Maybe I'll buy it. Donc, là, c'est encore une séquence, je pense, d'1 minute environ. Voilà, c'est ça. Jack intervient et discute avec Cash. À ce moment-là, il lui annonce... Il y a un dialogue entre eux qui est important puisque Jack lui parle de la valeur travail. Il veut l'aider, il dit il faut que vous bossiez et tout. Et lui, il lui dit mais tu comprends pas. Et sous-entendu, ce qui compte, c'est pas la valeur travail, c'est la valeur famille, amour, etc. Et il va lui annoncer... Well, what do you need, Jack? What do you need? What do you need? Ce qui est très très important, c'est que Jack, donc Nicolas Cage, ne sait pas ce dont il a besoin. Ça, c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup de films. Le personnage principal croit qu'il est heureux, croit qu'il a ce dont il a besoin, et en fait, il ne sait pas ce dont il a vraiment besoin au fond de lui. Donc les films sont importants parce qu'ils nous invitent chacun à nous poser la question, de toute façon, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Qu'est-ce que je comprends pas dans ma vie? Prendre du recul et comprendre. La psychanalyse aussi aide à faire ça, ou juste des conversations avec des gens un peu structurés. Et donc, le film, souvent, c'est le héros qui croit qu'il a ce qu'il veut. Là, Nicolas Cage, Jack, croit qu'il a ce qu'il veut, et en fait, l'autre le regarde en souriant, il fait
Bah, je sais pas, tu crois que tu as ce que tu veux? De quoi tu as besoin? What do you need? Donc, je vais caler cette phrase qui est très importante. Bah, de toute façon, ce dialogue, il est hyper philosophique, quoi. Ok, donc là, on a Nicolas Cage qui rentre chez lui. Donc, clairement. Alors, ce qui est fascinant avec ce film, c'est que j'ai découvert en découpant les séquences que beaucoup de séquences commencent par une porte qui s'ouvre. Mais vraiment, c'est lunaire le nombre de portes qui s'ouvrent. Si je vais juste. Si on le fait juste. Donc, je vous montre juste les portes qui s'ouvrent. Là, la porte qui s'ouvre. La porte de l'ascenseur qui s'ouvre. Là, on frappe, la fille qui frappe à la porte, pratiquement, on rentre dans la pièce avec eux. La porte qui s'ouvre quand ils sortent. Lui qui passe la porte pour entrer dans le bureau. Non, mais vraiment, c'est lunaire. La porte qui s'ouvre, on n'en peut plus des portes. Et en fait, quand on écrit, on peut se dire que c'est un peu facile, on va pas dire commencer chaque séquence par la porte s'ouvre. Et en fait, on se dit, on s'en fout. Quand on voit le film, on n'y pense même pas. Le spectateur ne se dit pas, mais il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent dans ce film. Juste, ça marche, quoi. Alors, très intéressant. 18e minute. Non, fin de la deuxième partie. Jack rentre chez lui, se couche et se réveille ailleurs. On voit qu'il y a un cut entre ce plan où il dort et ce plan. C'est un très beau plan d'ailleurs. Encore une fois, un plan qui prend son temps. Et là, en fait, il est déjà ailleurs. Et la scène commence vraiment quand il ouvre les yeux. Moi, c'est ce que j'ai choisi comme début de scène. En gros, on tombe, vous voyez, on le voit là. On tombe à 17 pile quand il ouvre les yeux. Et les 30 prochaines secondes, c'est lui qui découvre sa femme dans le lit. Puis c'est lui qui découvre que des enfants arrivent dans la pièce. Et là, et là, ça devient très drôle parce qu'il est en panique. Et nous, on sait très bien pourquoi il est en panique. Ensuite, c'est Jack veut s'enfuir et il tombe sur les parents. En fait, ce qui est fort dans ce film, c'est que c'est ce qu'on appelle un high concept. Les films high concept, c'est des films où il faut accepter un truc hyper gros qui arrive à un personnage. Par exemple, Un jour sans fin, il se réveille et il revit la même journée à chaque fois. Après, c'est la question des films high concept, c'est ok, qu'est-ce que le personnage va faire de ça, de ce truc improbable et impossible qui arrive. Et dans le film high concept, ce qui est très difficile à réussir, à mon avis, c'est le personnage qui commence à se dire c'est vraiment en train de m'arriver. Parce qu'il y a souvent un truc un petit peu réaliste. Qu'est-ce qui se passerait si ça arrivait vraiment? Et on voit bien avec les images de Family Man qu'on n'est pas dans un monde fantastique, on est dans le vrai monde. Juste, il est arrivé un truc magique à quelqu'un. Et Nicolas Cage doit jouer le fait que tout ça est en train de vraiment lui arriver. Donc l'air ahuri, mais c'est pas possible, mais en même temps il comprend que c'est possible. En vrai, qu'est-ce qui vous arriverait vous si vous vous réveillez dans un monde où vous êtes dans un monde parallèle qui dépend d'une décision que vous avez prise il y a longtemps? Ce serait bizarre, on aurait envie de rigoler, peut-être de se dire non mais c'est pas possible, on aurait envie d'aller chez le psy, je sais pas. Donc comment on joue un truc pareil? Et Nicolas Cage s'en sort assez bien, je trouve. Donc les parents, et là il découvre qu'il a pas du tout de Ferrari et qu'il a juste un monospace. Donc il prend le monospace et première chose qu'il fait, évidemment, c'est qu'il retourne à Manhattan. Donc portier et voisine qu'on a vu dans la séquence ici. Rencontre voisine et portier. 5 minutes à la 5e minute et là on est à la 21e minute. En fait, ce sont des rôles qui clairement existent pour marquer le contraste entre sa vie d'avant et cette nouvelle vie où les gens ne le reconnaissent plus. Il faut bien choisir des éléments. Donc ensuite il arrive au boulot et il découvre que le président de la société, c'est pas lui, c'est Alan Mintz qui était son second dans la scène avant. C'était le mec qui était en dessous de lui. Jack est inconnu à son boulot. Mintz, Alan est président. Président même à sa place. Parce que c'est vraiment des marqueurs forts, mais voilà, il le voit, c'est gravé, c'est écrit. Il n'est plus président, c'est quelqu'un d'autre qui est président, et donc à sa place. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste les gens ne me reconnaissent pas, et là, c'est quelqu'un a pris ma place. Donc, Jack est en colère. Donc, vous savez, il y a les fameux stades de la... quand on apprend un truc badant, il y a le déni, la colère, l'acceptation, le marchandage, etc., etc. Donc là, il est en colère. Okay, now what's it gonna take? You want to talk turkey? Let's talk turkey. Ok, et là, il dit... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux acheter quelque chose. How much money? It doesn't work like that, and I can't tell you why. Why not? Et en fait, là, c'est simple. Il n'a aucun autre choix que de rentrer chez lui, enfin, dans cette nouvelle vie. Il reprend l'espace et il retourne à la ville. Et ça, c'est un plan qui marque typiquement la fin de l'acte 1. Je vais le mettre là. Et donc, de la séquence A, c'est qu'il retourne à la ville. Parfois, je découpe, par exemple, celle-là, c'est une longue séquence de 4 minutes, mais en vrai, elle pourrait se découper en plusieurs, parce qu'on voit qu'il passe par différents états, c'est très très bien structuré. On n'est pas là pour le faire maintenant. Ensuite, on a toute la suite. Alors, ce que je vais faire, parce que je n'ai pas encore travaillé sur où mettre les timelines et où commence la séquence. Là, on est sur la séquence C, et je ne sais pas quand elle s'arrête, la C, et quand la D va commencer. Et je ne sais pas quand est le
le point de non-retour. De toute façon, c'est simple. Le point de non-retour, on va le découvrir. Donc, quand on sera au milieu du film, ce sera la scène du point de non-retour. Et là, il y a une longue scène avec Arnie. Donc là, on est dans des longues scènes où le personnage a accepté son sort. Donc, il découvre ce nouveau monde, il se rend compte de ce qui se passe et il rencontre des personnages les uns après les autres qui lui expliquent voilà, en fait, t'es comme ça, tu fais ça, tu fais ça. Toute la difficulté, et pour Nicolas Cage, qui paraît suffisamment bizarre parce qu'il s'est enfui le matin de Noël. Je me rappelle qu'il s'est réveillé dans le lit avec sa femme et ses enfants et il s'est enfui immédiatement en croisant ses beaux-parents. Tout le monde se dit ce gars est bizarre. Et d'ailleurs, son pote lui dit tout le monde s'inquiète. Et en fait, son pote, lui, pense qu'il est en train de vivre une crise de la quarantaine et qu'il veut s'enfuir de sa vie. Mais son pote lui rappelle écoute, ta vie, elle est géniale, t'inquiète pas, ça va aller, allez, retourne voir ta femme. Putain, c'est incroyable que les dialogues soient comme ça. Il lui dit tu vis ça, c'est normal que tu te demandes ce que tu fous là. C'est tellement gros que ça passe en fait. L'identité, toutes ces choses-là. C'est vraiment très, très. C'est ligne claire, comme on dit. Comment elle s'appelle? Kate. C'est pas reproche, mais en gros, elle lui dit. I was in the city. Et ensuite, Kate lui dit qu'il a tout raté. Et alors, évidemment, elle lui dit You missed the whole thing. Elle parle de la journée, et lui, il se rend compte que c'est les 15 ans, en fait. C'est très, très. C'est du sous-texte, quoi, tout simplement. Ok. J'adore ce plan. J'adore cette. Nicolas Cage découvre les vêtements de lui-même. Là, c'est simple, ça va être découverte après découverte. Kate, Jack, Ok, là, on entend Kate et il découvre le métier de Kate. La séquence C, donc c'est la première séquence de l'acte 2. L'acte 2 est divisé en 4 séquences. La séquence C, c'est la première tentative de résolution du problème. En gros, il affronte son problème. Est-ce qu'il réussit ou pas? À la fin de l'acte C, il y a succès ou échec. On n'y est pas encore. Si on se base sur notre truc, 26 minutes pour arriver à la fin de l'acte 1. Là, j'ai mis 100 minutes, mais il y a des minutes qui vont se rajouter. Le film dure 2 heures en tout. J'essaie de faire un peu un calcul. La fin de l'acte... Attends, donc il reste 1h30. Il reste 1h30 et 5 séquences. 90... Ça fait 18 minutes à peu près. Donc on peut estimer que à 18 minutes, on sera pas loin de l'acte. Bon, après tout ça n'est pas exact, je pense que ça sera un peu moins en vrai. Là, ça dure 14 minutes. Ouais, peut-être que 18 minutes, ce sera plutôt par là. Là, il se réveille et il se dit ah cool. Ah bah oui, c'est génial, c'est extraordinaire. En fait, c'est trop bien. En fait. Je dis la séquence C, elle se termine par succès ou échec. Et là, ça se termine par ce qu'il croit être un succès. Et en fait, c'est un échec. Mais je veux dire, c'est marqué à l'écran. Puisqu'on voit Nicolas Cage penser qu'il a réussi. Et en fait, non, il n'a pas réussi. Il est content. Et en fait, il entend les bruits d'enfants. Il n'a pas réussi. Donc, c'est évidemment la fin de la séquence C. C'est très clair. Le réalisateur nous dit, voilà, en fait, ça ne marche pas. Lendemain matin... Alors, il y a une séquence géniale, c'est que sa fille lui dit « Je sais que t'es pas mon père. » You're not really my dad, are you? « You're not really my dad, are you ?» Qu'est-ce que c'est beau, elle a cramé. Et là, c'est une très belle idée du film, c'est que au lieu de... On se dit « Merde, elle va le balancer, il va se passer un truc. » Elle lui dit, il lui fait croire elle dit « Ah, tu dois venir d'une autre planète, tu dois être un extraterrestre. » Et elle lui dit « Bienvenue sur Terre. » Et en fait, elle va l'aider. Elle comprend qu'il vient faire une mission sur Terre, qu'il n'est pas méchant, et elle va l'aider à faire le papa. Donc en fait, sa propre fille devient son allié pour l'aider à faire le papa. Ce qui est une idée quand même très très belle, puisqu'on sait bien qu'on devient parent quand on a des enfants, et donc que c'est nos propres enfants qui nous aident à être des parents. Ça va loin cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'est censé être la séquence D? La quête devient encore plus difficile et lourde. Franchement, on est en plein dedans. On est en plein dedans, puisque si la séquence D d'un film, c'est que la quête est plus difficile et plus lourde, on voit que là, c'est plus difficile pour Nicolas Cage parce qu'il doit gérer les couches de ses enfants. C'est une autre étape, c'est pas juste voir des adultes et en soirée. Il doit gérer les couches, il doit déposer les enfants à l'école et il doit aller bosser dans son entreprise. Donc on sent que c'est encore plus deep et qu'il découvre vraiment l'ampleur de la quête et des difficultés qui l'attendent. C'est un film, on voit bien qu'il n'y a pas l'enjeu est-ce que Jack va se faire cramer? Il n'est pas en sous-marin. Genre personne ne se dit mais attends, mais t'es un imposteur, t'es pas Jack. Au pire, il est bizarre. Parce qu'il y a des films où parfois il pourrait y avoir ce truc de mais tu dois cacher quelque chose. Là, il apprend à la télé qu'il y a un truc de business qui se passe à Manhattan et c'est justement le truc sur lequel il travaillait quand il était dans sa vie d'avant. Donc, il comprend que ça se passe en même temps et il comprend que son ancienne entreprise est en train de faire n'importe quoi et que si lui, il était à la tête du truc,
il ferait les choses mieux. Donc il voit vraiment son ancien collègue qui est devenu partenaire, voilà. Et il lui dit quoi? That's my deal! That's my deal. Incroyable. Dans une histoire d'amour, on l'a vu pour Titanic, le point de non-retour, c'est le moment où ils couchent ensemble. Parce que c'est au milieu du film, et effectivement, c'est un point de non-retour dans leur histoire. Où elle se livre complètement à lui, et lui à elle, et voilà, il y a un truc fusionnel qui s'est créé. On peut penser que dans cette histoire de Family Man, le point de non-retour est le moment où ils vont recoucher ensemble, où il va coucher avec sa femme, tout en sachant que c'est pas vraiment lui. C'est une scène un peu étrange. C'est pour ça que c'est un film pour enfants, mais quand même pas que. C'est un film un peu aussi pour adultes, dans le sens où il pose ces questions-là. Est-ce que c'est éthique de coucher avec quelqu'un qui croit que t'es quelqu'un d'autre? Et lui, il est confronté à ça. Et ce qu'il va faire, ce qui est très beau dans le film, ce que fait Nicolas Cage, c'est qu'il refuse de coucher avec elle. C'est pas qu'il en a pas envie, c'est qu'il se dit je peux pas lui faire ça. Parce qu'il va lui dire cette phrase géniale, il va lui dire t'es belle. Non, elle va lui dire cette phrase géniale, et elle lui dit mais comment tu fais? Tu me regardes comme si tu m'avais pas vu depuis 15 ans. Et c'est vrai, parce que c'est le cas, nous on le sait, mais quand même, il y a quelque chose entre eux de sincère qui est en train de se passer. Lui, il la trouve sincèrement belle. Donc c'est la fameuse idée d'être avec quelqu'un depuis longtemps et de redécouvrir cette personne comme si c'était la première fois et qu'il n'y avait pas l'usure en fait. Donc c'est un joli conte et un moment qu'on aimerait tous vivre. Après il se trouve qu'on a affaire à deux personnes assez physiquement attirantes, dans la moyenne on va dire, donc c'est plus simple, c'est des stars de cinéma, etc. Alors là on a un indice sur la séparation des séquences et tout. C'est la fin, il y a un fondu au noir. Et le fondu au noir on l'a pas eu depuis très longtemps, je crois même que c'est le premier fondu au noir du film. Donc c'est sans doute une fin de séquence. Alors là c'est intéressant parce que le midpoint, je le situe pas complètement au milieu pile du film. Donc on verra après, si ça se trouve, parfois on peut équilibrer le midpoint, il n'est pas au milieu de pile du film. Le midpoint, c'est le point de non-retour. Parce que le midpoint, ça s'est déséquilibré en fonction de une séquence très importante à la fin, ou etc., etc. Mais a priori, on est quand même à ce qui ressemble à un midpoint. Ok, supposons on est au midpoint. Le midpoint du film serait donc le moment où Nicolas Cage et Téa Leoni ont une histoire d'amour, et lui on peut supposer qu'il commence à retomber amoureux d'elle, et elle est toujours amoureuse de lui, mais bon, elle a priori c'est la continuité, elle est comme ça bouge pas quoi. Mais lui commence à se dire elle est extraordinaire cette femme, ce qui est peut-être le truc le plus important qui lui manque. Et d'ailleurs il s'endort probablement en réfléchissant à tout ça. Listen, I'm really sorry about that back in the store. Ok, là ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Cage, il a bien compris, ok, ça c'est la vie que j'ai parce que je suis pas allé prendre l'avion à Londres. Mais il pensait quand même pas qu'en allant pas à Londres, il aurait cette vie-là. Il se demande, mais attends, quand on était au collège, on voulait vraiment vivre dans une banlieue, ici, et il essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc il lui échappe quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est déjà dans l'action, donc il est en train de processer, et c'est exactement le chemin qu'on lui demande de faire. L'ange lui a demandé de faire ce chemin. Et elle lui répond, bah c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est normal. Voilà, on avait des trucs en tête quand on était au collège ou au lycée, à la fac en l'occurrence. Et puis finalement, la vie a fait qu'on est venu s'installer là, que ça va bien, que les enfants sont contents. On a eu les enfants un peu tôt, mais on s'en occupe bien, etc., etc. Donc en fait, elle lui fait le discours de monsieur et madame tout le monde. Et lui, il a du mal à comprendre ça parce qu'il n'a pas vécu ça. Alors, si on a la séquence D, la quête devient plus difficile et lourde, clairement, on le comprend. À la fin, c'est le midpoint. Il a quand même une petite récompense pour cette quête difficile, c'est qu'on sent qu'il va peut-être retomber amoureux de Téa Leoni, de sa femme. La séquence E, c'est un changement de perspective. Changement de perspective, souvent le midpoint, on dit que c'est le moment où ce que tu croyais être vrai est faux, tu t'es bousculé, c'est plus ce que tu crois du tout. Donc, évidemment, on a ce changement de perspective dans la mesure où on sait qu'il est d'un coup, il s'attache un petit peu à sa nouvelle femme, enfin son ancienne nouvelle femme, vous avez compris. Et donc ça, c'est forcément un changement de perspective pour lui. À la fin, il y a success or failure. Donc succès ou échec, on va voir ce qui se passe. Il y a en plein moment une espèce de bilan à un moment où il va se dire « Ah, j'ai raté ce que je devais faire ». Yes! Victorious! Ce qui est intéressant, c'est que le changement de perspective, il y a aussi ce côté, il était hyper fort dans sa vie d'avant, c'était le meilleur, et là il se rend compte qu'il y a des domaines où il n'est pas du tout le meilleur. Par exemple, il ne sait pas jouer au bowling comme il est censé savoir jouer au bowling. Il n'est pas ouf. Bon, il est content parce qu'il a fait tomber Siki. Ok, ensuite il se fait évidemment draguer par Evelyn. Donc on voit bien que le changement de perspective du midpoint, il agit un petit peu là, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs auxquelles croyait le héros, souvent c'est ça le point de retour, il y a des valeurs auxquelles croyait le héros qui ne sont pas si bonnes que ça en fait. Ça c'est fort parce que la scène se change là, c'est qu'il n'arrive pas à les convaincre avec ses trucs de CV, etc. Donc il se demande comment faire et il se dit vas-y en fait je vais leur dire tout ce que je sais personnellement d'eux et je vais leur faire croire que je suis un mentaliste ou un truc comme ça, et c'est très très balèze. I'm in your shoes, I'm thinking exactly the same thing, but here's the deal. Business is business. Wall Street, Main Street. So you smoke Toyota Monterey's? You're a Scotchman. Sing a day.
You're an excellent father, but you feel guilty for this. I can do this job. I can do this job, je vais la noter. Jack, what are you talking I'll about? be making twice what I make now. Plus, I have Elle veut pas cette vie. Elle refuse cet emménagement. Je crois qu'elle le refuse, elle dit Jack, quoi? it's over an hour each way. That's like 3 hours every day. Ok, donc ensuite, il est face à un choix. Il a un vrai choix. Là, c'est limpide, il a la carte, il doit rappeler ou pas. Et là, c'est elle qui va lui dire, tu sais si c'est important pour toi, j'ai réfléchi, il faut que tu le fasses. I love you. And that's more important to me than our address. More important to me than our address. Sous-entendu, et ça c'est sublime, avec toi je serai heureux quoi qu'il arrive, n'importe où, dans n'importe quelle condition, y compris dans une dimension parallèle, où Jack va retourner la voir 15 ans après alors qu'ils n'ont pas été ensemble, et il va essayer de la convaincre de se remettre avec elle. C'est comme si la Kate de la dimension où il était en banlieue s'adressait à la Kate de la dimension où ils n'étaient pas ensemble pour lui dire « tu devrais essayer un truc avec ce mec ». C'est magnifique. C'est hyper important de découper les films qu'on aime bien ou qu'on respecte en tout cas, parce que bon, il y a des films qu'on respecte pas, avec lesquels on n'est pas d'accord sur la façon de raconter l'histoire, mais en l'occurrence celui-là je le trouve intéressant, et en plus pour rappel, hein, j'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui ressemble à un film que je suis en train d'écrire, donc ça m'intéresse de voir comment il est fait. Donc en fait le midpoint, pardon, j'essaie d'analyser en même temps, mais le midpoint, si l'acte 2 dure juste ça, donc de 26 à 80, donc 26-80 ça fait 54 minutes, ça fait l'acte 2 27, oh c'est génial. Regardez, l'acte 2, il dure 4 séquences, de 26 à 80 ça fait 54 minutes. 54 divisé par 2 ça fait 27, 27 plus 26, on va arriver ici à 53. Donc on voit bien que le midpoint qu'on a identifié tout à l'heure, au moment où il retombe amoureux d'elle, et ben en fait, c'est le milieu pile de l'acte 2. C'est pas le milieu pile du film, mais c'est le milieu pile de l'acte 2. Donc on est plutôt, ça nous conforte dans notre idée qu'on est au milieu de l'acte 2. Et là, c'est la scène finale. Miroir de la première scène du film. Il est à l'aéroport et il essaie de comprendre, de la récupérer. You should move on too. Okay? I'm sorry. I just can't. I've gotta go. Elle s'en va, il rattrape son attention en lui hurlant. Je me pas le mettre parce que c'est une scène hyper émouvante, si je la mets, je vais me mettre à pleurer. Mais en gros, c'est là qu'il lui dit bon allez, je vous la mets, je vais essayer de me retenir. We have a house in Jersey. We have 2 kids, Annie and Josh. Annie's not much of a violin player, but she tries real hard. She's a little precocious, but that's only because she says what's on her mind. And when she smiles... Ouais, j'arrête, ça me fait chialer. En fait, ce qui est beau dans cette scène, c'est que il lui dit tout ce que il a vécu en rêve, donc ça n'est pas arrivé. Et il arrive à la convaincre en appelant un truc que peut-être elle a en elle, c'est qu'elle aurait aimé avoir cette vie aussi avec lui. Et les deux, dans ce monde-là, ont choisi une vie seule, une carrière, et il lui dit « on pourrait former une famille ». Le titre, c'est Family Man. On pourrait former une famille ensemble, et il invente cette famille, que lui n'invente pas parce qu'il l'a vécu, et elle, cette projection, la fait douter et déclenche un truc en elle, et elle se dit peut-être à ce moment-là, je vais lui laisser une chance de continuer à parler parce que ça me touche ce qu'il me raconte. Et nous, ça nous touche parce qu'on l'a vécu et qu'on a vu les enfants, etc. En fait, il m'attrape à chaque fois Nicolas Cage quand il fait ce speech. Je trouve ça sublime. Déjà, c'est une belle idée, et puis c'est très bien joué, et puis voilà quoi. Elle le scrute bien dans les yeux. Elle perce qu'il y a un truc, c'est pas juste un fou quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe après ça ? Bon, après, c'est le générique qui défile sur la neige. En fait, le cinéma, j'ai foncé des portes ouvertes. En fait, le cinéma, il y a plein de films qui sont très beaux, qui sont très bien et qui sont pas dans les radars forcément. Et juste, tu les vois, tu dis, bah, ce film, il est parfait, j'adore, j'ai passé un bon moment, je me suis marré, j'ai été ému. Et non, bah, c'est pas un film, c'est pas un Tarantino, c'est pas un film qui est au sommet du classement IMDb ou Allociné, parce qu'en fait, ces classements, en fait, ça veut rien dire, quoi. Et il faut juste être à l'écoute des gens qui aiment les films. Et qui te disent ah bah celui-là c'est une pépite, franchement regarde-le, il est bien, voilà. Bref, je dis ça parce que moi quand on m'a parlé de ce film, j'ai découvert il y a 2 ans, j'ai dit bah c'est extraordinaire ce film, pourquoi je l'ai pas vu avant. En fait voilà, c'est fabuleux, dans le répertoire il y a énormément de films à voir. Regardez des films, donnez leur chance à des films et arrêtez de voir que des films uniquement pour avoir des sujets de conversation sur les films que tout le monde a vus, ça ne sert à rien. C'était un live un peu long, voilà, j'étais vraiment dans mon truc sur le film, j'espère que ça va donner envie de voir le film, envie de comprendre un peu mieux comment étaient écrites les choses.
Et en tout cas, j'étais très content de faire ça parce que ça a m'aidé à écrire des longs métrages. Bientôt, vous verrez peut-être des longs métrages que j'ai écrits, des longs métrages sympas, cool, des choses comme ça. C'est l'objectif quand même de toute cette histoire, c'est de faire à la fois des vidéos courtes et des vidéos longues. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous, regardez des films, allez au cinéma. À toutes, ciao ciao. Petit message pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, tous les mercredis à 20h, je suis en live sur Twitch pour vous partager les secrets de fabrication de nos prods. On produit tous nos concepts en autoproduction, ça nous coûte cher, mais on tient à vous offrir le meilleur. Alors rendez-vous sur notre page Utip pour nous soutenir en cliquant sur le lien ci-dessous. On annonce tous les vendredis les nouveaux tipeurs dans notre vidéo de la semaine, et si vous donnez plus de 10 € par mois, vous devenez Fire Tipper, vous avez accès à un channel Discord privé où on peut discuter ensemble, et vous avez accès au remontage de ces lives un mois avant tout le monde sur la chaîne YouTube Sympa Cool Inside. À bientôt, merci.